Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 mai. Bon anniversaire à celles et ceux qui le fêtent aujourd'hui. C'est le cas de ma maman, donc si elle nous écoute, je lui souhaite un bon anniversaire. Voilà. Et nous allons néanmoins commenter l'actualité aujourd'hui avec ce 1er mai en demi-teinte, diront certains, réussite exceptionnelle pour les autres, les violences hier dans les manifestations et maintenant que va-t-il se passer? Et puis le travail des seniors également parmi les nouveaux chantiers. Bref, beaucoup de sujets avec vous ce matin et avec nos débatteurs autour de la table. François Calfon, bonjour, membre du bureau national du PS, ancien député. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour, votre chaîne de débat se retrouve sur YouTube. Elle s'appelle Les Indécis. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour. Et Raphaël Amsalem, chargé d'études chez Génération Libre. Bonjour à tous. Alors on vous demande vos coups de cœur, vos coups de gueule. Vous êtes pratiquement tous sur ce qui s'est passé hier pendant la manifestation du 1er mai, sauf vous, François Calfon. Vous vouliez parler de l'inflation. Je voulais même parler de l'inaction face à l'inflation, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on en parle, qu'il y avait des solutions assez simples, assez radicales, du type un panier alimentaire avec une TVA réduite, étendue. Tout cela n'a pas été pris. Et je constate le fait, encore ce matin, je vous dénonce pas du tout, mais qu'il y a un clivage entre la vie parisienne des gens qui sont à plus de BIP par mois, François Hollande aurait dit 4 000 € par mois, et la vie réelle des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et d'une certaine manière, on peut dire que le carburant, on va en parler pendant des heures, de la colère, là je parle pas des Black Blocs, mais de la colère, c'est la question des retraites, mais je dirais que le carburant, c'est aussi la difficulté pour les catégories populaires et moyennes, parce que c'est pas simplement les catégories populaires, finalement, à boucler les fins de mois. Alors, quand on considère que le sucre, produit de base, a augmenté de plus de 50%, que la farine, c'est dans les 40%, que les beefsteaks, c'est-à-dire la viande hachée de base, pas celle que les gens vont acheter dans leur petit boucher sympathique, le charolais ou d'autres viandes de race, mais celui qu'on achète chez les hard discounters a augmenté de 25%, et je parle pas du poisson, et je parle pas des fruits et légumes frais, eh bien, on se dit qu'il y a une forme, finalement, de mise au rebut de ceux qui sont déjà les plus sacrifiés par cette hyperinflation. Et quand j'ai parlé de ces produits-là, c'est que des produits de base. Et c'est pas en confiant au renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire la grande distribution, le soin de baisser les prix qu'on le fait. Quand on est vraiment intéressé par le peuple, eh bien, tout cela nourrit et ça offrira une transition au débat du jour, une preuve supplémentaire du je m'en foutisme de l'État face à ces questions-là. J'entendais Monsieur Darmanin en arrivant chez l'un de vos confrères ce matin en disant, pour expliquer qu'il n'y avait pas de sujet de retraite, que partout dans sa circonscription ce week-end, il n'avait entendu les gens ne lui parler que d'une chose, c'est de la hausse des prix. Eh bien, j'ai envie de dire, que faites-vous? Et c'était un argument pour ne rien faire sur la question des retraites, pour ne pas plus faire, parce que le journaliste ne l'a même pas relancé sur la question de l'inflation. Donc voilà le coup de gueule absolu, c'est-à-dire à un moment donné, quand on n'arrive pas à bouffer, à remplir son frigo, non, on peut pas être complètement serein. Réaction Alex? Non, c'est très vrai et très clair. Après, moi, j'aime pas quand on fait des comparaisons avec Paris, parce que les Parisiens, je peux vous dire, ils souffrent pareil certains que je parlais des cercles du pouvoir, vous avez raison de me reprendre. Voilà, parce que les prix sont très élevés à Paris, même en immobilier et tout le reste. Mais sur le reste, je m'aligne complètement sur ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on nous parle de ces paniers anti-inflation, qu'on nous dit qu'on va faire quelque chose, que Bruno Le Maire écrit un livre, alors que peut-être qu'il devrait faire autre... Non, mais c'est vrai, qu'il devrait peut-être faire autre chose et venir communiquer sur d'autres. Il n'a pas la rétine dilatée, on peut pas dire. Voilà. Non, ça, je vous laisse le soin de le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un rendez-vous qu'il fallait pas manquer. On savait que l'inflation allait monter et que ce rendez-vous, clairement, comme beaucoup de choses dernièrement pour ce gouvernement, a été manqué. Parce que l'essence est toujours très très haute. 1,99 dans une station. Alors c'est l'arnaque la plus totale. Parce qu'en réalité, les cours du pétrole mondial diminuent. Total, soi-disant, a fait un cadeau. Enfin, là encore. Sur l'énergie, Et alors, vous avez chez les autres distributeurs d'essence, j'ai pris ma voiture ce week-end, elle est à moins qu'1,99. Donc le panier anti-inflation, enfin le prix, bouclier de Total est plus cher que les prix des autres distributeurs. Enfin, c'est...
Qu'est-ce que peut-être un commentaire effectivement Non, sur, non, je suis tout à fait d'accord avec ce parce qui que vient d'être vous avez dit. effectivement des gens qui aujourd'hui déposent, on l'entend, à la caisse des produits parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer et d'autres volent. C'est encore plus terrible que ça. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a parmi les classes les plus défavorisées, il y a des personnes qui sautent un repas, par exemple. Donc on est à un niveau de dégradation de la situation qui est assez grave. Je me permettrais peut-être juste une petite nuance qui est de dire que le gouvernement fait pas rien non plus, puisqu'on a eu plusieurs milliards qui ont été débloqués, notamment en matière énergétique. Alors, qu'il ne fasse pas assez, ça c'est un sujet, ça doit être débattu. Là, dire qu'il ne fait rien, faut toujours sur avoir le sens de l'alimentaire. Dites-moi ce qu'ils font à part convoquer les. Oui, non, c'est sûr qu'il y a des choses où on peut s'améliorer. C'est juste dire qu'ils ne font rien, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais. Ils font rien et ça risque de sauter un jour parce que dans ma banlieue à côté de Paris, c'est le sujet numéro 1. Vous allez au supermarché, les gens effectivement laissent des trucs et tout le monde s'exclame. De celui qui est d'une classe moyenne, moyenne jusqu'au plus pauvre, c'est problématique. Et que les gens disent qu'ils n'arrivent pas à tenir à joindre les deux bouts. Alors effectivement, moi je considère que le gouvernement ne fait rien. Enfin, on a un auteur de roman qui fait office de ministre. Mais non, mais je rappelle que l'auteur de roman en question, mais l'auteur de roman en question disait qu'il n'y aurait pas d'inflation. De la même manière qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, de même que l'inflation quand elle a commencé n'allait pas durer, de la même manière que bien évidemment à partir du mois de mai, du mois de juin, vous allez voir, madame, messieurs, tout ça, tagada de soin, ça va baisser drastiquement, ça va pas baisser. Le patron de Lidl a annoncé que ça allait en prendre encore un coup, que ça allait passer à plus 25. Ça continue. Et en fait, c'est continu. Il ne fait rien, par exemple, le gouvernement contre l'agrobusiness. C'est-à-dire il y a bien sûr la grande distribution, mais entre la grande distribution et celui qui produit, c'est-à-dire l'agriculteur, il y a un truc qui s'appelle l'agrobusiness, et ce sont des monopoles. Oui, et là, c'est très intéressant. L'Union européenne, par exemple, qui trouve que les monopoles d'État, par exemple, sur l'énergie, oh là là, tout ça, il faut les détruire. Mais alors, les monopoles sur la viande, par exemple, ou sur les grains, ou sur les poulets, ou sur les porcs, ça, c'est très très bien. Ça peut être et horizontal et vertical, et donc on a un truc. Ou sur le lait. Ou sur le lait, n'en parlons pas, qui n'est pas libéral du tout pour le coup. C'est contraint et il y a des marges colossales qui sont faites. Et effectivement, avec un système l'auteur de roman va comme il va au MEDEF, comme il va voir ces gens, il supplie, il demande, il exige jamais, mais il souhaiterait que. Bon courage. Il n'y a pas qu'en France aussi où les prix sont élevés. On nous a expliqué, suivant un compte. Alors moi, c'est ça que je ne comprends pas avec l'INSEE. On nous explique qu'on a une inflation maîtrisée à moins de 10. Tous les produits alimentaires, alors je ne sais pas comment ils construisent leur panier, l'INSEE, ont explosé. C'est-à-dire, c'est des plus 15, des plus 25, plus 30, j'ai dit plus 50. Et y compris, je pense que l'inflation n'est pas perçue par tout le monde de la même façon, puisque ce sont les produits de base, c'est-à-dire ceux qui permettent aux gens tout simplement de se nourrir, qui ont le plus explosé. Oui, c'est vrai qu'une auditrice me dit, mais dans les autres pays aussi, c'est parfois même pire. Ça remplit pas l'assiette des gens. C'est mondial. Non, ça remplit pas l'assiette des gens, mais c'est une situation mondiale. Mais dans un pays comme la France, on pourrait se dire quand même qu'après avoir convoqué, 10 fois les patrons, effectivement, des grandes enseignes, on arriverait à trouver un accord. On peut pas laisser les patrons prendre des décisions. Les patrons, ils sont là pour gagner de l'argent. Et donc, à partir de là, il faudrait que l'État puisse intervenir. On nous parlait d'un panier inflation, on nous parlait il y a eu des aides. Sur le carburant, il y a eu des aides. Alors, peut-être qu'elles n'étaient pas assez importantes. En tout cas, il y a eu des aides. Sur l'énergie, pas sur le carburant. Sur le carburant total. Sur le carburant aussi, vous avez eu des aides. 1,99 fixé son propre prix plafond, alors qu'ils sont au-dessus des prix pratiqués ailleurs dans l'industrie pétrolière. Peut-être, mais il y a eu des aides il y a quelques mois sur le carburant. Au moins, il y a quelque chose qui avait été débloqué. Là, c'est vrai que sur l'inflation dans les supermarchés, sur les produits de base, sur la nourriture, il ne se passe rien. Mais ça souligne quand même qu'on a un problème structurel en France, que les salaires sont trop bas. D'ailleurs, on voit bien que quand il y a une répartition des revenus en France, il y a beaucoup de revenus qui sont autour du SMIC, parce qu'on a concentré beaucoup d'aides autour de ce salaire-là, qu'il y a eu beaucoup de subventions. Donc, en fait, ce problème qui, disons, est conjoncturel, c'est-à-dire que, dans quelques mois, on l'espère, ça passera, souligne en revanche un problème beaucoup plus profond, qui est celui des salaires en France, et qui est notamment lié au fait qu'on a beaucoup de prélèvements obligatoires, et que le gouvernement n'en a pas fait assez pour pouvoir les diminuer. Nous restons des champions du monde en matière de fiscalité. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais il y a quand même eu, quand vous dites le gouvernement n'a rien fait, on a été quand même les champions de l'argent qui a été distribué pendant le Covid. Mais la vérité, c'est qu'on dit les caisses sont vides, puisque
Macron a approfondi le déficit budgétaire par centaines de milliards. Mais la vérité, c'est que finalement, des chèques ont été faits de manière ciblée, mais que nous aurions pu mobiliser un mécanisme qui est la baisse de la TVA ciblée sur un certain nombre de produits, et y compris dans le temps, moi quand j'étais gosse, mais de manière conjoncturelle. Je vous rappelle qu'on fixait administrativement le prix du pain. Alors j'en suis pas là, mais on aurait pu construire un vrai bouclier anti-inflation sur argent public. Dans la période, en réalité, avec l'inflation, les recettes de l'État sur le plan fiscal sont excellentes. Alors elles sont là pour recouvrir l'ensemble des déficits creusés dans le premier quinquennat. Mais nous aurions pu mobiliser d'une certaine manière la baisse ciblée de la TVA sur un certain nombre de produits alimentaires. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la mobilisation hier, des violences et puis de la suite du mouvement et de la suite pour le gouvernement également. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Vos coups de cœur et vos coups de gueule concernent principalement la manifestation d'hier. Alex Darmon, vous, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour un homme politique. C'est rare. Jérôme Durin, sénateur socialiste de Saône-et-Loire, je crois, qui hier, en tant qu'observateur, a suivi pendant toute la journée la brigade Brave. Alors, je ne sais pas si c'est une brigade, d'ailleurs, les Braves, en tout cas, pour constater leur travail et essayer de faire son boulot d'homme politique. Et je trouve ça vraiment bien. C'est-à-dire qu'il était observateur et il était dans les mêmes mouvements, dans les mêmes conditions, habillé de la même façon que ces policiers, pour pouvoir après en rapporter à une commission qui va être créée au Sénat. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'au moins, il prend le sujet à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, et de pouvoir on va dire, témoigner de ce qu'il voit, de ce qu'il a vu, de ce qui se passe et de à quoi sert cette brave, entre guillemets. Et hier, on le voit d'ailleurs à la télé, mais on le voit très peu. Il y a un long format qui va sortir, je crois, sur Public Sénat, qui l'ont suivi, où il va raconter pourquoi il a fait ça et pourquoi il a voulu faire ça. Et il témoignait hier sur des plateaux télé pour dire ce qu'il avait vu. Et je trouve ça intéressant. Pas sur le fond, à la limite, ce qu'il a dit, ça le regarde et ça nous regarde tous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour juger ou pour voilà. C'est plus sur la forme, le fait d'aller participer et de regarder, de témoigner et de vraiment dire à quoi sert cette brave, et ben je trouve ça intéressant. Voilà. Certains vous diront qu'ils sont pas objectifs, qu'il est là pour raconter qu'une partie de l'histoire. Franchement, pour connaître un petit peu Jérôme Durin en tant que sénateur socialiste et connaître un peu son travail, c'est quelqu'un de plutôt très honnête, qui est socialiste, qui n'est pas du tout du côté de la majorité. Et donc, il racontera dans la durée ce qu'il a vu et je trouve ça intéressant. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur l'emphase sur la démarche. C'est très important qu'on ait les parlementaires qui jouent leur rôle tout simplement d'évaluation de la politique publique. Donc c'est une excellente chose, effectivement, qu'il y ait un parlementaire qui prenne ses responsabilités, qui aille sur le terrain et qui rende des comptes sur la politique qui est appliquée. Je serais juste un peu plus nuancé peut-être sur le fond. Alors, plutôt sur le timing qui était choisi, parce que la Brave M, pour la manifestation d'hier, ça a été annoncé, elle est plus en recul par rapport aux premières manifestations. Il me semble que ça fait une différence assez substantielle par rapport aux premières interventions, puisque c'est dans les premières interventions de la Brave M qu'on a vu des personnes qui ont été matraquées de façon totalement arbitraire, des arrestations qui n'avaient pas lieu d'être, des personnes qui ont été insultées. Et donc, il me semble que, en fait, y aller à ce moment-là, c'est un peu y aller dans un timing où effectivement il y a peu de chances qu'on voit tous les faits de violence qui ont pu être dénoncés. Vous pensez que les types, quand ils sont dans l'action, ils disent tiens, on a un sénateur qui nous suit, on va rien faire non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il a été annoncé explicitement par le gouvernement que la Brave M, pour la manifestation d'hier, serait mobilisée, mais il serait beaucoup plus en arrière-plan. Il n'était pas au cœur de l'action, comme c'était le cas lors des premières manifestations. Or, c'est dans ces manifestations-là où ils ont eu un rôle très important, dans lesquels il y a eu des témoignages très nombreux de dérapage. Alors peut-être Georges Kuzmanovic. Moi je rappelle que les Braves M ont été remises en place sur des policiers montés sur moto. Et que la dernière fois c'était ça a mal tourné, c'était avec Malik Oussekine, c'était il y a très longtemps et c'est pour ça que ça a été supprimé. Ils ont été ce sont parmi les unités qui posent parfois le plus de problèmes, en particulier dans le cadre de provocation.
Et je pense, en tout cas nous, ce qu'on propose, c'est de faire comme font comme on fait en Grande-Bretagne, c'est-à-dire de réformer profondément l'IGPN. En Grande-Bretagne, la police est plus appréciée qu'en France. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une instance de surveillance de la police qui est totalement indépendante. C'est-à-dire ceux qui les surveillent, c'est pas juste un sénateur qui va de temps en temps, c'est organisé de cette manière-là, et c'est plutôt normal qu'une instance de surveillance d'une administration ne soit pas composée des membres de l'administration, hein, sinon on est dans l'entre-soi. L'administration la force. Quand vous parlez avec les policiers qui passent devant l'IGPN, on peut pas dire qu'ils soient très à l'aise non plus. Enfin, ça ne change rien. C'est pas une promenade de santé. Il y a une impression dans la population qu'il y a une collusion, que tout ça n'est pas fait de manière honnête. Ça permettrait aussi pour les policiers de ne pas être dans cette situation, de dire mais si, regardez, on a des gars qui sont quand même condamnés par l'IGPN, mais de faire cette séparation pour que ce soit plus sain. Ouais. Moi, je salue l'action de Jérôme Durin au sein de la Bravem, mais finalement, le contrôle parlementaire, il devrait s'exercer là où il doit s'exercer, c'est auprès du pouvoir politique. Parce que moi, malheureusement, je considère que les policiers ont été de la chair à canon dans cette affaire. Moi, quand j'entends chez moi, avant les manifestations, Monsieur Núñez, le préfet de police, faire la tournée des plateaux en expliquant qu'il y aura 2000 Black Blocs à Paris, il y a 2000 Black Blocs, on se demande ce qui s'est passé. À quoi servent Parlez ces gens ? bien dans le micro. Remontez-le parce que vous êtes grand. Là, pour le coup, je suis vraiment en colère. À quoi servent ces gens ? Alors après, si vous voulez, quand on pointe l'horizon avec le doigt, l'imbécile regarde le doigt. Mais la vérité, c'est que c'est pas de savoir si tel policier a donné tel coup de matraque à tel Black Bloc. C'est comment ces gens-là sont toujours plus nombreux et une inflation de ces gens-là dont on ne sait pas d'où ils viennent. J'entendais M. Darmanin nous expliquer qu'une partie, les services de renseignement étaient au courant, venait de l'étranger. Mais enfin, pardon, mais je termine. On retire tous les cartons rouges de la CGT à l'entrée du stade, on laisse passer 150 Black Blocs violents qui viennent des pays étrangers. Enfin, il y a un problème. Et le problème, je vais vous dire une chose, moi je suis du côté des policiers. Le problème, c'est que quand vous laissez s'installer une scène comme ça, et pardon, je mets le débat, puisque M. Darmanin remet le débat ce matin en disant oui, mais il faut une nouvelle loi anti-casseurs. Comment est-il possible qu'à chaque rendez-vous social pris, vous avez finalement le World Tour, l'European Tour des Black Blocs qui viennent tout casser en France sans que cela ne soit appréhendé. Moi, je ne comprends pas. Il y a eu à Paris 400 arrestations. On ne sait pas si c'est 360 je parle bien des arrestations préventives des Black Blocs étrangers. Mais ils ne peuvent pas. Moi, juste préciser une chose. Je ne dis pas que c'est bien, la Bravem elle est bien ou quoi. Je relève l'initiative du sénateur. Voilà. La deuxième chose sur cette question de prévention, honnêtement, c'est malhonnête parce qu'il y a une loi qui avait été proposée au Sénat d'ailleurs, même une loi anti-casseurs par Bruno Retailleau, retoquée par les sénateurs de gauche. Elle n'avait même pas pu aller à l'Assemblée nationale après derrière. Cette loi, si, je vous le dis, j'en suis sûr et certain. Il y a des motifs d'interpellation quand quelqu'un arrive avec des armes par destination. Moi, je suis d'accord avec vous. Et qu'il y a un casier. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut empêcher des gens d'aller manifester comme dans les stades de football. C'est une vaste blague. Non mais attendez, comme je suis d'accord avec vous qu'on peut empêcher des gens d'aller manifester comme dans les stades de foot, il faudrait qu'ils puissent pointer à des heures de manifestation. N'empêche que cette loi, elle a été proposée par Darmanin à l'époque. Je ne fais pas de la politique là. Non mais attendez, je vous réponds juste par rapport à ça. Elle a été proposée par Darmanin à l'époque au Sénat. Elle a été retoquée par les sénateurs de gauche parce qu'elle était anti-liberté. Donc à partir de là, oui, il faut qu'il y ait une loi anti-Black Bloc. Maintenant, bon courage pour ceux qui doivent la voter. Georges, peut-être que vous pouvez enchaîner justement sur votre coup de gueule qui concerne... Alors, je vais coup de gueule, mais je vais réagir à ça. De toute façon, c'est lié. Moi, je suis entièrement d'accord avec François Calfon. C'est-à-dire que, la loi a été rejetée, mais ce matin, j'écoutais juste avant de venir Laurent Núñez qui passait sur France Info et il disait on est dans un état de droit et on ne peut pas avoir d'interpellation préventive. C'est drôle, ça posait moins de problèmes avec les gilets jaunes. Les gens qui, pour le coup, n'ont aucun casier judiciaire, 12 000 arrestations. Allez, garde à vue. Voilà, et 12 000 arrestations, 1100 condamnations à la prison, 3000 comparaisons immédiates, et surtout 12 000 arrestations préventives de gens qui étaient boulangers ou plombiers. Donc pourquoi ? Donc c'est possible quand on a envie. C'est comme on peut enlever des cartons rouges avant un stade, visiblement, mais je vous rappelle ce qui s'est passé en 2018, au même temps il y avait l'affaire Benalla. Le cortège du 1er mai en 2018 a été bloqué, des enfants ont été gazés parce que il y avait un groupe de Black Bloc, y compris européens, qui s'était mis sur le pont d'Austerlitz. Militairement, c'est stupide. Ils sont sur le pont d'Austerlitz. À part sauter dans la Seine, avant, arrière. Rien. Pendant des heures, ils ont insulté la police.
taper sur les policiers, casser des bâtiments. De maintien de l'ordre Ils sont de la n'ont chair à pas canon. été... Oui, c'est de la chair à canon. Et Linda Kebab, qui est syndicaliste au moment... avait choqué au moment de la colère policière en disant nous, on reçoit l'ordre de ne pas les arrêter. Pourquoi ? Eh ben, ils sont instrumentalisés. Et c'est pas que par ce gouvernement, c'est déjà le cas avec Cazeneuve. C'était en 2016. C'est vieux comme la police française et vieux comme les manifestations. Et donc, ce sont des mais quoi, ils servent pour servir. Parce qu'ils servent à casser le mouvement social. Et c'est là mon coup de gueule. C'est que hier, ces petits criminels, mais qui en fait sont souvent des enfants de bourgeois. Pour la plupart. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas poursuivis. Et on le voit quand vraiment ça va trop loin, tout à coup on découvre que papa est juge ou maman est juge ou dans la politique, ou très bien placé. Il y a très 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 peu de catégories populaires dans ces Black Blocs. Eh bien, quand il fait hier, un 1er mai, ils se sont attaqués au PCF. Si ce que vous dites est vrai. Je le répète, je l'affirme, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des sociologues qui ont travaillé dessus, mais en tout cas hier, ils se sont attaqués non seulement aux policiers, mais au Parti communiste français. Ils ont tiré au mortier et envoyé des boulons sur le stand du PCF, du Parti communiste français, le 1er mai. Donc Yann Brossard a été brûlé à la main, blessé à la main, et 2 militants communistes âgés sont retrouvés aux urgences, à l'hôpital. Mais c'est délirant. Oui, mais ils agissent comme des milices patronales. Et en plus, ils se baladent en disant Fabien Roussel n'est pas notre camarade. Et en traitant tout le monde fasciste. Mais non, mais vous êtes en train de dire quelle cause servent-ils ? L'anarchie, le bordel. Est-ce que ces gens servent le mouvement social ? Non, ils le cassent. Ils cassent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent parce que ils réussissent ce à quoi. D'accord, mais moi j'insiste sur l'instrumentalisation. Ça a été dit. Pardon, mais à chaque fois qu'il y a des gamins. Non, mais je vois des auditeurs qui me disent qu'ils sont en gros, ce sont des policiers déguisés. Ah non, moi je dis pas ça. Oui, non, mais c'est la conséquence. Ça a pu arriver, bien sûr. Ça a pu arriver. Mais tout le monde connaît, depuis des années, ça s'appelait le mouvement autonome dans les années 70, l'infiltration, non pas par ces pauvres personnels qui font du maintien de l'ordre, mais par les services du renseignement intérieur de ces personnels. Regardez, on dit on n'a pas le droit de les arrêter, la loi, etc. Mais enfin, placer quelqu'un en garde à vue, comme ça a été fait pendant 24 heures précédant une manifestation, vous pouvez le faire d'ailleurs. Le petit jeune étudiant qui se promène dans la rue, il est placé, il y a une nasse, on prend un bus, on en place 40 en garde à vue. Et comment ça se fait qu'on n'a pas placé ces gens en garde à vue ? Enfin, je veux dire, il suffit de fouiller les sacs. Hein. On le fait pas. Le cocktail Molotov, il l'a pas ramassé par terre, il l'a préparé, il était dans un sac à dos. Il y avait du monde hier à la manif. Non, mais il y a des moyens de quand vous annoncez qu'il y a 2000 personnes, comment ça se fait ? Vous annoncez qu'il y a 2000 Black Blocs. Les services de renseignement le savent très bien. 2000 Black Blocs, ils arrivent et personne n'a pu en interpeller un seul. Mais de qui se moque-t-on ? Et je pense qu'il y a un point juste qui a été très important de souligner autour de cette table, c'est précisément le 2 poids 2 mesures dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que contre les personnes violentes et qui cassent tout, on n'emploie pas les moyens légaux qui sont déjà à disposition. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de nouvelles lois à ce niveau-là, qui sont déjà à disposition pour les arrêter. En revanche, pour le record de garde à vue qui n'ont donné lieu à aucune inculpation lors des dernières manifestations, il y en a eu des tas. On a eu un record lors des dernières manifestations. Là, pour le coup, la police se déchaîne. On se retrouve dans un instant, 9h28 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et on continue à parler de la mobilisation hier. Et Raphaël Amsalem, vous aviez vous aussi un coup de gueule qui était lié à ce qui s'est passé hier. Et oui, puisque hier, c'est la première fois dans l'histoire des manifestations en France qu'on a employé l'usage de drones. Ça a été autorisé par un décret assez récemment et je considère que cet événement inédit dans l'histoire du maintien de l'ordre en France est un écart majeur aux libertés publiques. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça constitue, disons, toute la dynamique d'escamotage des libertés publiques de ces dernières années, à savoir l'inversion du rapport de force qu'il y a entre, d'un côté, la société civile et de l'autre côté, l'administration. Aujourd'hui, par cet emploi des drones, on considère que les gens n'ont pas de droit à l'image, que l'administration, quelque part, dispose de l'espace public et que, en ce sens-là, on n'a pas le droit de contester cela. Je considère que c'est un écart majeur aux libertés publiques pour la simple et bonne raison que on n'a pas à être filmé
au préalable si on n'a rien fait. Vous savez, c'est cet argument impérissable qui considère que si on n'a rien fait, on n'a pas à avoir peur d'être filmé ou d'être surveillé. C'est précisément l'inverse qui est vrai. C'est parce que, a priori, nous n'avons rien à craindre que l'État n'a pas empiété sur nos droits politiques et à nous surveiller sans notre autorisation. On dit tout et son contraire. Ouais, mais... On dit tout et son contraire depuis tout à l'heure. Non, mais oui, mais non, on dit pas tout et son contraire. Moi, au contraire, je suis pas du tout pour l'adoption d'une loi contre les black blocs. Je considère qu'on a déjà un arsenal juridique suffisant où effectivement, il suffirait d'ouvrir les sacs, de voir les personnes qui font qui cassent les magasins, qui cassent le mobilier public. Il y a largement de quoi les arrêter avec ces simples faits. Donc, je considère que c'est une diminution majeure des libertés publiques et on n'arrête pas, je trouve, notamment par tout ce qui est les black blocs, par tout ce qui est les états d'urgence, par tout ce qui est les lois antiterroristes qui ont été adoptées ces dernières années. On a un empilement de dispositifs sécuritaires qui, malheureusement, font que la liberté de manifestation est largement atteinte et cette tentation-là, elle est nourrie justement par ce souci de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on dit il faut qu'il y ait plus d'efficacité en matière de sécurité. Le problème étant que depuis toutes ces années, on renforce les moyens législatifs, on renforce les moyens réglementaires. Nous avons tout un tas de dispositifs qui visent à encadrer, à surveiller. Pourtant, nous n'avons pas d'augmentation d'efficacité dans le maintien de l'ordre. C'était la première fois que c'était utilisé. Oui, mais Stéphane nous dit c'est aussi une économie de moyens. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de mettre des. Mais c'est bien ça le problème, c'est qu'on veut plus mettre les moyens dans les services publics, on veut plus mettre les moyens dans l'État régalien, et donc on préfère substituer à des agents physiques avec qui on peut interagir, c'est bien la première chose essentielle pour la liberté de manifester. Mais vous n'êtes pas un peu dans la théorie par rapport à une réalité quand on voit les caméras de surveillance qui ont été, sur lesquelles il y a eu une polémique, atteinte au droit, et on se rend compte que finalement ça a quand même, ça aide à résoudre un certain nombre de... Oui, mais à quel prix c'est toujours ça la question, c'est à quel prix? C'est au prix des libertés publiques, c'est au prix de dire que a priori, on est tous considérés maintenant comme potentiellement suspects, que c'est la police et l'efficacité de la police qui doit compter en premier lieu, sans qu'on ait encore une fois la démonstration de l'efficacité. C'est exactement la même chose avec, par exemple, les dispositifs qu'il y avait eu lors de l'état d'urgence antiterroriste. On a adopté tout un tas de dispositifs pour pouvoir arrêter... Mais non, pardon, mais pas du tout. Parce qu'on a arrêté plein de gens préventivement, et au final, quand on regarde les enquêtes journalistiques et les enquêtes parlementaires qui ont été faites sur la question, le résultat en termes d'inculpation, il n'a pas du tout été à la hauteur de toutes les grandes annonces qu'on a faites lorsque ces lois ont été adoptées. Alors, Alex avait commencé à parler. Non, mais moi, je trouve qu'on dit tout et son contraire depuis tout à l'heure sur ce plateau. On interdit de manifester, pas de liberté. Et là, on dit il y a des drones. C'est pas bien. Alors, faut savoir que ces drones, ils ont été utilisés sur quelques endroits de la manifestation qui étaient jugés sensibles et que les images, c'est ce qui est dit en tout cas, sont gardées au maximum 7 jours. Impossible de vérifier. Je vous dis pas que c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé. Maintenant, dire que on va empêcher les gens de manifester, qu'on va leur prendre leur liberté, parce que on va les filmer, qu'on va essayer de contrôler un petit peu ce qui peut se passer pendant les manifestations. Moi, ça me gêne. D'autre part, vous pouvez pas dire qu'on touche aux libertés des gens parce qu'on met des drones pendant des manifestations. On surveille. On parle de prévention depuis tout à l'heure sur ce plateau, en disant que potentiellement il faudrait des moyens physiques, du personnel. Mais que potentiellement il faudrait pouvoir prévoir et arrêter des gens en amont. Je parlais tout à l'heure de la loi anti-casseurs, mais c'est hyper important de 2019. Cette loi anti-casseurs, elle a été censurée partiellement par le Conseil constitutionnel. Et dans cette loi, il y avait un article qui posait problème, qui était de dire on ne peut pas empêcher les gens d'aller manifester parce qu'ils sont casseurs ou parce que on a des... Si, c'était ça. C'est pas parce qu'ils sont casseurs. C'est parce qu'on suppose qu'ils le sont. Parce qu'on suppose qu'ils le sont. C'est tout à fait la même chose. Mais d'accord. Mais dans ces cas-là, comment vous voulez faire si on censure partiellement cette loi pour pouvoir, avec prévention, arrêter des gens qui pourraient potentiellement être casseurs? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas censurer les libertés. Comme on disait tout à l'heure, c'est que des personnes avec des cocktails Molotov, on voit très bien qu'ils vont faire un acte qui est répréhensible. C'est interdit d'avoir des cocktails Molotov. On ne va pas résoudre le... Pour mettre en perspective cette question des drones, il y a eu un parallèle qui a existé éthique sur la question militaire. Et pendant longtemps, la France, y compris au Mali, s'en est tenue à des drones d'observation. Et puis, dépassé par l'utilisation des drones, on le voit en Ukraine, il y a eu une sorte de saut qui a tout emballé. Et la France, y compris maintenant, a des drones tueurs. Toutes les armées au monde ont des drones tueurs. Voilà où nous en sommes sur l'utilisation des drones.
Et j'ai l'impression qu'en matière de maintien de l'ordre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une course aux drones. À Sainte-Soline, vous aviez des images de drones absolument magnifiques qui ont été faites par finalement les militants eux-mêmes. Et derrière cette question des drones, moi je ne crois pas trop à l'efficacité des drones parce que les deux débats sont contradictoires. On a laissé casser des Black Blocs pendant des heures et on a communiqué sur les drones. Donc je pense que cette question des drones est d'abord une question de communication et de bataille de l'image, qui est d'ailleurs hyper importante parce que maintenant chaque unité embarquée, vous parliez de Monsieur Durin, du point de vue de la police, c'est aussi de la communication, tout cela est fait. Enfin, je termine sur un point. On peut accuser l'État d'utiliser à notre insu l'image, mais enfin, vous prenez un simple smartphone. Bien sûr. Vous êtes filmé en permanence à votre insu. Ce matin, j'entendais une chronique sur Snapchat, où il y avait un chatbot où la personne avait finalement désactivé les fonctions de localisation et le chatbot lui disait où est-ce que je peux trouver une pharmacie. Il dit tourne à droite, prends 2 rues, etc. Donc nous sommes, et bien sûr que l'État doit être encadré, et d'une certaine manière il l'est, mais mais les GAFAM utilisent en permanence nos données personnelles. Non, mais je ne dis pas le contraire, j'ai dit que je mettais en perspective, sans que ça ne dérange personne. C'est-à-dire que tous ces influenceurs, tous les jeunes gens qui confient aux GAFAM, voire à des États étrangers qui contrôlent, je pense à TikTok, c'est le cas de la Chine, notre image à notre insu, vous dites ça n'a rien à voir, c'est la Chine. Non, j'ai pas dit que ça n'a rien à voir. Je me dis problèmes ne sont pas mais les libertés publiques sont plus menacées peut-être par... C'est la pointe visible d'un problème beaucoup plus général qui est finalement le contrôle de notre image à notre insu. Quant à la résolution en l'état de la vidéosurveillance, c'est une forme de vidéosurveillance, on sait que la vidéosurveillance sert beaucoup plus à l'élucidation après, bien sûr, qu'en prévention. Georges, monsieur, vous avez raison dans l'absolu. On a un problème de liberté publique, mais sur cette affaire de drone, le parcours de la manifestation, il doit y avoir 1000 caméras qui sont là. Mais je considère que c'est aussi un problème. Donc c'est déjà un souci. Maintenant, encore une fois, pour cette question de drone, si on avait une instance indépendante de surveillance des activités de la police, ce problème serait parfaitement réglé. On peut utiliser le drone parce que le monde change et que les drones sont de plus en plus utilisés. On a une vraie menace, par exemple, sur les questions terroristes. C'est-à-dire que demain, une attaque de drone par un terroriste dans une grande ville est à portée de main, en fait. C'est pas très très compliqué. Et vous avez besoin et de surveillance par drone, et de capteurs, et de... Si on a une attaque par drone, nos drones, heureusement, qui surveillent les manifestations, n'ont pas des armes embarquées. Non, c'est pas des questions d'armes embarquées, c'est des questions de brouillard embarquées. Mais la puissance publique, le monopole de la violence légitime, doit avoir un temps d'avance par rapport à ceux qui l'attaquent. Et vous pouvez avoir une instance à laquelle des indépendants comme vous pourraient participer, qui vérifient que pendant les 7 jours où ces images sont gardées, elles ne sont pas utilisées à autre chose, et puis tout le monde sera content. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que les drones, c'est le remplacement d'une personne physique, d'un agent physique qu'on peut identifier, avec qui je peux interagir, avec qui je peux aussi éventuellement porter plainte si jamais il y a des dépassements avec mais c'est un outil, etc. Vous comprenez ? Oui, c'est un outil, mais c'est un outil qui considère qu'a priori, les personnes peuvent être surveillées dans l'espace public. Mais on ne peut pas supposer à l'avance que les fonctionnaires de police, qui pour la plupart sont républicains et travaillent pour maintenir leur public, font des fiches avec des vidéos qui sont... Donc, si on avait une instance qui vérifie, le problème est réglé. On a un outil supplémentaire de gestion de l'ordre. C'est là où aussi on a perdu un petit peu l'esprit libéral de la République française, qui fait intégralement partie de notre histoire, c'est de considérer que le pouvoir tend au pouvoir et qu'il y a toujours un risque d'arbitraire. Et donc face à ce risque d'arbitraire, on peut pas dire... effectivement, tous les agents sont républicains, ils font leur travail, etc. Mais on a bien vu, par exemple, ne serait-ce qu'avec la Brave M récemment, qu'il y a eu par exemple des arrestations arbitraires, et l'instauration d'une instance indépendante ne changera rien, que les policiers, quand ils sont en manifestation et en action, sont libres d'agir. Est-ce que ça a été jugé ? Je vous pose la question. Donc vous ne pouvez pas dire arbitraire. Ah mais si, moi je vois des images. Vous les voyez, vous ne connaissez pas le contexte. Il y a des vidéos où on voit très bien. Excusez-moi, cette vidéo par exemple d'un SDF qui a des sacs sur lui, qui ne menace pas les policiers. Et on voit en face dans la vidéo. Mais vous savez pas ce qui a été avant la vidéo et après. Donc, des libertés publiques. Enfin, si les réseaux sociaux devaient juger, il y a un certain nombre de gens qui seraient condamnés et la justice les a rétablis dans leurs droits. Sauf que quand vous avez l'accumulation de témoignages qui vont dans ce sens-là, vous ne pouvez pas les entendre de côté. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Je ne suis pas juge d'instruction, mais je connais aussi des personnes qui m'ont manifesté. Il y a des témoignages qui se multiplient sur les réseaux sociaux, qui ne veulent pas dire que tous les policiers
policiers sont des pourris, sont des arbitraires, mais qu'il y a bien un risque. Mais il y a un risque, mais c'est pas. Moi, ce qui me fait réagir, c'est j'ai vu des images. Ouais, c'est pas possible. Mais tout le monde. Alors à ce moment-là, on n'écoute jamais les manifestants. J'écoute. On n'écoute jamais les témoignages. On dit on fait rien. Moi, je suis comme tout le monde. Je regarde énormément d'images. D'ailleurs, la télévision est quasiment délaissée sur les réseaux sociaux. J'ai vu des images. Typiquement hier, j'ai vu des images d'un policier d'une rangée de CRS avec un policier chutant et ça a été mis au ralenti. Alors, est-ce que c'est des images trafiquées? J'en sais strictement rien. Ça a été mis au ralenti ou manifestement le projectile viendrait du rang des CRS eux-mêmes. Moi, je ne sais pas. Alors, il y en a qui vont conclure que tout ça est une manipulation, etc. Il y a un truc qui s'appelle la justice, il y a un truc qui s'appelle l'état de droit, la séparation des pouvoirs, d'où le fait qu'il y ait des inspections générales indépendantes qui doivent instruire. Moi, la République des réseaux sociaux, vous voyez, j'ai vu des gens se suicider sur d'autres affaires. J'ai vu des gens se suicider sur la base de rumeurs ou de mise en cause. Des condamnations aussi. Ou de mise en cause de groupes de pression. Et je trouve ça tout à fait. Il faut pas aller dans cette tendance. Juste pour que une petite histoire, retour dans l'histoire du renseignement et du renseignement intérieur. Vous aviez une époque où il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de caméras. Il y avait des renseignements généraux puissants et la caméra et le réseau social le plus puissant s'appelait les concierges. Oui. Avec des gens qui écrivaient des petites fiches. Mais c'était extrêmement efficace, c'était extrêmement intrusif. Oui, mais vraiment les concierges, c'était la base. Les taxis sont très utilisés. Et j'allais vous dire au Maroc, parce que j'ai vécu au Maroc, les moutabarak, et devant chaque bâtiment, il y a quelqu'un du quartier qui attend. Mais c'est justement, c'est pas une machine qui comprend pas très bien ce qu'elle filme pour le moment. Mais c'est quelqu'un qui connaît très très bien. Ah, la petite dame là. Elle est venue 3 fois avec des messieurs différents. Ah, lui, oui, il est sorti avec un gilet jaune. Ouais. J'en suis sûr, je l'ai vu. Et ça, c'est des petites fiches. Il y en a, vous pouvez aller voir au musée de la police, très intéressant. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec François Calfon, Alex Darmon, Georges Kuzmanovic et Raphaël Amsalem. Et maintenant, que va-t-il se passer? Les syndicats sont réunis pour décider de la suite du mouvement. Iront-ils rencontrer la première ministre? Va-t-il y avoir débat? Est-ce que c'est plié? Est-ce qu'on passe à autre chose? Alex Darmon? A priori, il y a des syndicats qui vont aller rencontrer Madame Borne. Ils l'ont dit, c'est le cas de la CFDT avec Laurent Berger. Ce qu'on attend tous, c'est de savoir ce que va faire la CGT, effectivement, avec Sophie Binet. Mais a priori, ils vont aller rencontrer la première ministre Elisabeth Borne pour parler. Est-ce que c'est plié? Non, parce qu'ils annoncent déjà une 13e journée de mobilisation avant la date du 8 juin, je crois, et de la déposition du dépôt de la loi de Lyotte, qui avait déposé la motion de censure. Il y a aussi quand même en attente la décision pour le référendum d'initiative partagée, qui a priori se présente assez mal, mais en tout cas, ce qui veut dire qu'il reste quand même 2 échéances aux gens qui sont contre cette loi. Cette réponse sur le référendum d'initiative partagée, qui est importante, parce que je rappelle que ça veut dire que si vous avez 500 000 personnes qui votent, vous pouvez aller jusqu'au retrait de la loi. Et puis il y a cette décision aussi, cette abrogation de la loi, cette proposition d'abroger la loi par le groupe Lyotte en juin prochain. Donc non, c'est pas fini, clairement. Et hier, quand vous voyez, oui, mais très bien. Mais hier, quand vous voyez le monde qu'il y a dans les rues aussi, il faut quand même se rappeler qu'il y a un an, le 1er mai 2022, les syndicats s'étaient fait voler, clairement voler leur journée de fête du travail par la France Insoumise et des groupes politiques à quelques jours des élections législatives. Là, quand même, il faut quand même avouer une chose, c'est que depuis quelques mois, quelques semaines, les syndicats sont de retour dans le jeu complètement. Et hier, ils le montrent. Donc, je pense pas qu'ils arrêtent. Je pense pas qu'ils arrêtent de manifester, même s'ils ont perdu, peut-être sur ce projet de loi-là, et on n'en est pas encore sûr. Je pense pas qu'ils arrêtent. C'est un renouveau, une renaissance, sans vouloir faire mauvais jeu de mots avec le parti d'Emmanuel Macron. C'est une renaissance pour les syndicats, et donc je pense que ça va continuer. Continuer. Oui, écoutez, le problème c'est que les syndicats, on leur demande énormément. C'est-à-dire qu'ils ont montré une telle unité. On leur demande de résoudre la crise du pouvoir, en réalité. La crise du macronisme, la crise de l'absence de majorité, la crise finalement de l'enfermement de ce pouvoir. Or, moi, ce que je pense, et là c'est un pronostic, vous pourrez me prendre en défaut si ça ne se réalise pas, c'est que le pays est devenu réellement ingouvernable. Je ne crois pas que LR fera la roue de secours sur des textes. D'ailleurs, ils ont reporté le projet de loi immigration parce qu'ils n'ont pas de majorité. Et donc, tôt ou tard, entre la pression sociale, la pression de la rue et l'absence de majorité, il y aura une dissolution forcée. Voilà ce que je pense. On ne peut pas rester 4 ans comme cela. Et en réalité, au lieu de dire
quel est le prochain tour des syndicats? On devrait se demander quel est le relais de croissance de ce pouvoir politique totalement coupé avec une crise de régime. C'est-à-dire que personne, bien sûr, il y a des gens qui prononcent le nom de Madame Borne, mais il y a un problème avec Emmanuel Macron. Et non pas avec ses ministres. Il y a une focalisation sur sa personne qui est liée à un style de gouvernance, à un mépris. Et vous verrez que demain, les sujets... je crois que ce matin, on va évoquer les seniors, mais aussi la question des salaires. Vous aurez à chaque fois une fin de non-recevoir de ce pouvoir totalement coupé, non pas des syndicats, mais des Français. Mais des Français. Moi, j'ai aperçu hier soir sur LCI Monsieur Dussopt qui était invité et le bandeau, c'était « il va falloir former les seniors ». Mais on est où? Dans le mépris le plus total, dans l'incompréhension la plus totale. Il va falloir former les seniors. Former à quoi? À travailler plus, à changer de métier à 60 ans, à 62 ans. Georges Kuzmanovic, sur la suite, vous la voyez comment? La suite va être très difficile parce que c'est déjà annoncé. Le gouvernement a dit qu'il y aurait une réduction des dépenses publiques de 5%, donc il y va être une des réductions les pires qui a été faite depuis 2011 avec Nicolas Sarkozy. On a un relèvement des taux d'intérêt, ce qui fait que le remboursement de la dette va devenir de plus en plus quasi impossible. Oui, c'est ça, après impossible. Donc ça sera notre note un qui fake défaut. Je suis pas passionné des notes, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur, mais c'est un indicateur dans ce monde-là. Dans ce monde-là, ultra néolibéral, très économiquement et très mondialisé. Qu'incarne Emmanuel Macron. Dans cette catégorie-là, ça va être très difficile. Il y a l'inflation qui est là. En fait, dans la réalité, le gouvernement est satisfait du fait qu'il y ait moins de chômeurs, mais il y a beaucoup plus de précaires. On a 14 millions de gens qui sont mal chauffés cet hiver, 12 millions de mal logés, on a 2,5 millions qui vont tous les jours aux banques alimentaires. On a marre, ça devient un marronnier maintenant. Vous filmez pour Emmaüs, Secours Populaire ou le Resto du Cœur, et à chaque fois c'est la même chose. L'année dernière, ça a plus du double des gens qui viennent. Et voilà, et tous les ans comme ça. Donc oui, ça risque de craquer très très fort. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que le gouvernement Emmanuel Macron a été de marbre face à la contestation, parce que c'est demain que ça va être beaucoup plus dur. Parce que quand demain les gens vont se soulever, que ce soit avec les syndicats ou comme les Gilets jaunes hors syndicats, ça ne sera pas pour un truc qui va se passer dans 10, 15, 20 ans pour la retraite, ce sera demain la facture à payer. Et en plus, on va avoir l'hiver qui va être... Là, on va voir les conséquences de la guerre en Ukraine qu'on n'avait pas à cet hiver-là. Comme l'ont rappelé tous les spécialistes. Et j'en ai parlé ici du ministre de l'énergie du Qatar, qui dit vous allez voir ce que vous allez voir, parce que c'est là que vous allez avoir des gros soucis. Mais en même temps, les Français ne se sont pas soulevés en masse. La France n'a pas été... La France n'a pas été bloquée comme ça avait pu être annoncé. Parce que finalement, les retraites ont servi de catalyseur à la colère, et que Monsieur Macron, qui n'aime pas les corps intermédiaires, devrait remercier les syndicats d'avoir encadré, d'être un média finalement entre le peuple et le pouvoir coupé. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, on demande beaucoup aux syndicats de régler la crise institutionnelle qui fait que le président de la République est le pivot de l'ensemble des institutions, mais aussi le pivot de l'ensemble des mécontentements. C'est ce que Jean-François Revel appelait l'absolutisme inefficace, c'est-à-dire la Ve République consacre la superpuissance d'un homme, la solitude du président, l'hyper-verticalité, mais cette centralisation du pouvoir ne débouche pas sur l'efficacité. Parce que le président de la République est réputé à la fois chef de l'État, chef de la majorité, faiseur des prix, en lutte contre le chômage. Bref, il doit gérer tellement d'intérêts divergents qu'en fait, il ne peut strictement rien faire. Et donc, j'espère, comme c'était souligné par M. Darmon, que ce retour en force des syndicats permettra de revenir à ce que Raymond Aron présentait comme une vertu de la démocratie libérale, c'est-à-dire la fabrication du compromis. C'est-à-dire le fait que les institutions sont censées capter tous les intérêts divergents et de fabriquer du compromis. J'espère que ce rapport de force favorable aux syndicats permettra d'aller dans ce sens-là, même si je ne suis pas convaincu, eu égard la pratique du pouvoir depuis 6 ans maintenant, que ce sera le cas. Bien sûr. Justement, pour moi, le gros enjeu, c'est quand même Emmanuel Macron. C'est comment il va se comporter dans les mois qui viennent. Et notamment,
On dit que changer un Premier ministre n'intéresse pas les Français. Non. Moi, honnêtement, je vous dis... Ça dépend qui, c'est ça? Non, mais ça dépend qui, et deux, ça dépend ce qu'il veut faire. Effectivement, vous dites qu'il n'arrivera jamais à récupérer les Républicains. Mais vous savez, il y a une petite musique qui monte là quand vous parlez chez les Républicains, qui disent sinon on nous propose le poste de Premier ministre, on ira. Et ça changera beaucoup de choses. Et attention, il faudra le proposer à la bonne personne. Il y a une autre musique qui monte, on vous parle d'un retour. On vous parle d'un retour. Alors attention, ça va prendre avec des pincettes, de François Baroin, qui pourrait venir devenir Premier ministre et qui aurait quand même cette vertu de pouvoir fédérer et des marcheurs et des Républicains. Le problème, c'est que François Baroin, c'est quand même quelqu'un qui occupe beaucoup l'espace aussi. Et pour Emmanuel Macron, après ce qu'on a vu depuis 6 ans, je suis pas sûr qu'il a envie d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre qui vienne occuper l'espace. Occupe l'espace, François Baroin? Non, mais vous savez, les gens l'identifient, François Baroin. Je suis désolé, c'est pas pour manquer de... Bah si, je vous promets. C'est pas pour manquer de respect à Elisabeth Borne ou aux anciens premiers ministres, comme Jean Castex, mais c'est quelqu'un que les Français connaissent, François Baroin. Et s'il est demain, il arrive à fédérer des Républicains et les marcheurs pour créer une majorité absolue et contrer cette majorité relative, bah peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Mais moi, si personnellement, je vous dis, j'y crois pas. C'est ce qu'on entend dans le cercle politique. J'ai pas l'expertise. Vous faites bien nous faire partager à cette table ce qu'on entend dans les cercles autorisés, comme disait Coluche lui-même. Simplement, je pense qu'il y a maintenant deux choses que vous avez commencé tous les deux par cela. Il y a la Ve République qui fait, qui pousse à la monarchie présidentielle, et il y a la pratique par Emmanuel Macron de cette Ve République qui est présidentialisée. Il n'a pas tué que les corps intermédiaires, les partis politiques, les syndicats, les collectivités locales. Il a tué tout ce qui est autour de lui. C'est-à-dire que quand vous avez un tel parterre de ministres qui n'ont même plus besoin d'être ridiculisés pour se ridiculiser eux-mêmes, je pense. Non, mais on rigole parce qu'on rigole, mais c'est quand même dramatique. Je pense à Madame Schiappa, je pense à Monsieur Le Maire, j'en passe, c'est les meilleurs. Et cet homme est parfaitement seul. Et d'une certaine manière, il a mis en scène quoi avec sa première ministre, pour qui j'ai pas de sympathie spéciale, mais le fait qu'il était encore plus dur qu'elle dans le rapport au syndicat. Donc je ne vois pas, quand vous parliez de Monsieur Baroin, oui, tout le monde aime son côté Harry Potter de la politique, mais qu'irait-il faire dans cette galère? Et ce que, alors encore, je ne vois pas le groupe Les Républicains, je ne parle pas au Sénat avec M. Larcher, etc., mais je ne vois pas le groupe Les Républicains à l'Assemblée, vu ce que nous avons vu. Comme ça, servir de roue de secours parce qu'on ressortirait du formol, c'est méchant, mais de la réserve politique de M. Baroin. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron, qui n'arriverait pas à gouverner parce qu'il n'arrive pas à concilier différentes forces. Au contraire, Emmanuel Macron est une brutalité néolibérale incarnée. Il est là. Pas néolibérale, pas du tout. Bon, je ne vais pas dire. Non, allez-y, il nous reste 10 secondes. Il est là. Il a cassé le corps de la préfectorale. Il casse le corps diplomatique français. Il saborde l'État. Et il met en place des politiques qui profitent aux plus puissants, aux plus riches. Dans une logique de la mondialisation néolibérale qu'on connaît depuis 40 ans, il fait le travail très très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est félicité sur la réforme sur le travail, pour la réforme sur la retraite, par Larry Fink de BlackRock. Et je ne serais pas étonnant que on a été dégradé quand même, la note de la France a été dégradée. Oui, mais Larry Fink est content parce que ça donne des perspectives d'augmentation de la capitalisation. Aucune conséquence. Ça a malheureusement une conséquence. La dégradation de la note va faire que la dette française et la capacité de la France en emprunter sur le marché. Dans ce système-là. Dans ce système-là. Donc, on va revenir à un autre système. La réalité, c'est qu'on va emprunter encore plus cher. Oui. Donc, on sera encore plus appauvri. Oui. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de ça parce que Emmanuel Macron, par exemple, on en parle assez peu, mais émet des ODT, donc des dettes d'État, vous savez quoi, indexées sur l'inflation. C'est délirant, c'est-à-dire c'est vraiment donner un énorme bonus à des gens qui ont besoin de placer leur argent en disant en plus de la crise vous allez gagner de l'argent parce que l'inflation normalement c'est pas super pour ceux qui prennent des dettes souveraines. Je suis pas très optimiste sur la suite des événements pour la simple et bonne raison qu'au moment de finir sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a dit en fait j'aurais peut-être dû plus m'impliquer. Tout le problème étant que précisément on a besoin de compromis parlementaires et pour ça il faut moins de présidents. Oui, c'est à suivre. On est mal barré. Voilà, à suivre. On va partir au très très froid avec Jarry, qui est notre invité dans un instant dans l'émission Média. Vous allez voir, il est parti en terre inconnue. À tout de suite.